Tov, Erev Tov Lekulam. Juste vous rappeler que ce soir, on passe à She'elat Talumatar dans la Tfila, pour ceux qui prient Arvit et demain Be'ezer Hashem jusqu'à Pesach. She'elat Akshamim commence ce soir. Et nous, on commence avec la paracha de Lech Lecha, l'histoire d'Israël, avec le premier patriarche Avraham Avinu. On a assisté au défilé des 70 nations dans la paracha précédente de Noah. Mais avant d'introduire l'un des trois récits événementiels d'Avraham Avinu, je voudrais rappeler une remarque fondamentale concernant la Torah, essentiellement les Hamisha Humshei Torah, c'est-à-dire le Pentateuque. La Torah n'est un livre d'histoire, ni l'ensemble des lois à réaliser. Pourquoi? En général, un livre d'histoire n'est pas une législature. Et un code judiciaire n'est pas un livre d'histoire. La Torah fait exception. Et elle passe alternativement du récit des engendrements au commandement à accomplir par les Bnei Noach ou par les enfants d'Israël. Cette caractéristique de la Torah n'est pas sans intérêt. Une conséquence fondamentale de cette remarque exige de nous de ne pas lire les récits historiques comme passés, classés dans la préhistoire, et les commandements comme toujours actuels et même éternels. Celui qui tombe dans ce piège divise la Torah en deux. Là où la Torah ne cesse de nous répéter Torah Ahad Tihyeh Lachem. Une seule Torah, certainement pour ne pas dire qu'il y a plusieurs, mais c'est pour nous dire comment faire que la Torah est unitaire, est unique dans son genre, où elle enchevêtre aussi bien l'histoire que les préceptes à réaliser. Si c'est ainsi, en quoi les récits des patriarches et ceux de la sortie d'Égypte nous concernent? Sont-ils des modèles dans le cas où on se trouverait dans des situations similaires? Doit-on, dans le cas d'une famille, comme le récit le rapporte par rapport à Avraham Avinu, déjà au début de la paracha, descendre d'Israël et se rendre dans l'Égypte des temps modernes, là où elle est, comme l'a fait Avraham Avinu? Et si le cas se présente, mettre notre conjoint dans une situation délicate et difficile, si on est soi-même en danger, comme le rapporte la paracha de Lech Lecha. C'est difficile de répondre positivement, c'est sûr. Par contre, doit-on suivre le modèle des explorateurs que Moshe Rabbeinu envoie et qui reviennent avec une réponse négative? Certainement pas. Doit-on se défaire de tous asservissements et dépendances après la sortie d'Égypte? Certainement oui. Nous voyons donc la complexité de l'attitude que l'on doit prendre par rapport au récit de la Torah. La partie histoire des engendrements dans la Torah est beaucoup plus difficile à comprendre afin de l'actualiser de notre temps, alors que il est beaucoup plus relativement facile à comprendre les mitzvot qui ont été expliqués pendant
les millénaires de l'histoire d'Israël par les différents décisionnaires de la halakha. Donc revenons à la paracha de Lech Lecha. Qui est Abraham Avinu pour nous aujourd'hui? Les Midrashim nous en donnent plusieurs visages du patriarche Abraham. Celui qui brise les idoles, c'est-à-dire celui qui dénonce et démonte les notions, concepts ou idéologies stériles pour l'évolution de l'histoire humaine. Il est aussi bien la générosité par excellence. Isha Hesed. Sa tente ouverte aux trois directions pour que les passagers puissent arriver sans avoir à contourner même pour chercher la porte d'accès. Il est aussi celui qui cherche le Créateur, le Maître, la force directrice de la création dans l'exploration astronomique des luminaires. Je ne détaille pas évidemment les Midrashim, je pense que vous les avez en mémoire, mais il me semble qu'on a tendance, dans ce cas, de ne pas lire l'introduction de l'histoire de Avraham Avinu dans la paracha comme celui qui est choisi pour être le générateur d'une grande nation qui doit assurer le salut de toute l'humanité. Lisons les versets très vite. Vayomer Adonai el Avraham lech lecha, va-t'en, me'artsecha, de ton pays, mimoladetecha, de ta ville natale, ou mimbet avicha, et du domicile parental, el haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai, ve'escha legoy gadol, je vais faire de toi une grande nation, jusqu'à veniverchu becha kol mishpechot ha'adama, c'est-à-dire toutes les familles de la terre trouveront en toi une bénédiction. Voilà donc qu'il me semble ce qui de notre temps doit être reconstruit, reconduit, rappelé et étudié au fond de ce que ce message a été transmis à Avraham Avinu. Avraham Avinu du Midrash, c'est le modèle des personnes et des individus vertueux. Celui de la Torah, c'est le modèle de la nation d'Israël à ses débuts. Rappelons un fait très important et caractéristique de tous les grands de la Torah d'ailleurs. Il ne faut pas croire que la parole qui est adressée à Avraham Avinu au début de la paracha le surprend. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans la paracha précédente, dans les deux derniers versets, Vaikach Terah et Avram beno, ve'et Lot ben Haran ben beno, Terah a pris son fils Avram, son petit-fils de Lot, qui est le fils de Haran, ve'et Sarai Kalato, et la femme de Avram, vayetseu itam me'ur kasdim, ils sont sortis de Ur Kasdim, la lechet arza Kenaan, vayavo ad Haran vayeshevu sham. Ils étaient en direction de la terre de Canaan, mais ils ont fait une escale provisoire à Haran. Ce qui fait, lorsque Akadosh Baruch Hu dit Lech lecha me'artzecha el haaretz asher areka,
Abraham Avinu était déjà en direction. Alors, de quelle terre il s'agit? Et là, nous avons besoin évidemment des commentateurs et du Midrash pour nous dire qu'il lui annonce la 10e épreuve. Ce n'est pas la terre que je te montrerai, la terre de Canaan, mais El Eretz Moria, où il est dit là-bas, Velech lecha El Eretz Moria. Et à ce moment, à ce niveau, il ne lui dit pas quelle est cette terre. Il ne lui dévoile pas quelle est la terre qu'il va lui montrer, qui sera le mont Moria dans la 10e épreuve. Il y a pour cela des raisons, je ne voudrais pas pour l'instant les aborder, mais la conclusion fondamentale, c'est que Akadosh Baruch Hu ne s'adresse à personne si la personne n'a pas pris l'initiative de commencer le chemin qui va lui être indiqué et progressivement dans toutes les étapes par la parole divine. Je donne toujours l'exemple aussi de Moshe Rabbeinu, à qui Dieu va s'adresser pour qu'il aille sortir Israël d'Égypte. Prenez le texte, même sans Midrashim, lorsque Moshe Rabbeinu voit le buisson est brûlé, Vayomer Moshe asuranav er'e. Je me détourne pour voir et tamar'e hagadol hazeh. Ce grand phénomène, Madoua lo iva'ar hasene, pourquoi le buisson n'est pas consumé? Vayar Adonai kisar lirot, puisque Hachem a vu qu'il s'est détourné pour s'intéresser à l'événement, Vayara elav malach Hachem. Alors, l'ange divin lui adresse la parole et nous pouvons reprendre à tous les niveaux des grands d'Israël à qui Hachem s'adresse et pour engager une étape de l'histoire, c'est parce qu'ils l'ont déjà et ils ont consenti, ils ont pris l'initiative de la réaliser. Alors Hachem les appelle et les accompagne dans leur chemin. On aura même l'étude dans un autre texte de la paracha qui va renforcer cette idée. Une autre caractéristique qui nous est aussi importante pour tous les patriarches, c'est que la vie de chaque patriarche nous est racontée au sein de leurs proches, au sein de la famille, aussi bien que dans leurs contacts et projets avec les peuples proches ou lointains. Dans la famille, les controverses et les désaccords ne manquent pas. Prenons rapidement. Nous savons qu'Abraham Avinu, avec Sarah, dans le projet de Hagar, d'avoir donné sa servante à Abraham Avinu, a fait l'objet d'une grande querelle, jusqu'au moment où Sarah prend l'initiative d'obliger Hagar à fuir la maison d'Abraham 2 fois, avant la naissance d'Ishmaël et après la naissance d'Ishmaël. Ce pourquoi Abraham Avinu n'était pas toujours consentant. Avec Yitzhak, nous avons le même phénomène. Il veut bénir Esav et Rivka fait tout pour que Yaakov soit béni. Yaakov Avinu n'est pas du tout au courant de ce que sa femme Rachel fait des objets d'idolâtrie de son père Lavan. Ce qui fait il y a comme une double vie à l'intérieur de la famille des patriarches. Certainement, il y a plusieurs moments où les deux conjoints travaillent ensemble,
comme nous le voyons par exemple pour Abraham Avinu quand il descend en Égypte, et Abraham qui propose à Sarah de dire quelle est sa sœur, et Sarah ne formule aucune réticence. Il est évident aussi que nous trouvons une entente entre Rivka et Yitzhak Avinu au cours de leur vie, aussi bien évidemment que Yaakov et ses femmes. Mais il y a ces doubles relations où des fois les femmes des patriarches sont comme autonomes et lorsqu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut agir, ils le font, même à l'instar des maris. Alors qu'avec les peuples avoisinants, les patriarches cherchent toujours une stratégie de survie. Revenons à Abraham Avinu, puisqu'il est le promoteur de la Emouna elle-même, car la première fois où le mot de Emouna apparaît, c'est avec Abraham Avinu, lorsque Akadosh Baruch Hu lui promet la naissance d'une postérité. Il est dit au chapitre 15, verset 6, Vehe'emin badonai vayachsheve halot tzedaka. Et il a eu confiance en l'Éternel et il lui a considéré comme générosité. Ce qui fait, il est là, celui qui innove ce qu'est la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. Seulement, nous sommes surpris que 2 versets plus loin, lorsque il est dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de Ur-Kasdim, la tête afin de te donner cette terre pour l'hériter, Vayomar. Et voilà que Abraham avait nous dit Adonai Elohim, Bama Eda Ki Irashena. Comment saurais-je que je vais la passer en héritage? Comment? Alors, lorsque Dieu te promet la postérité, tu y crois. Lorsqu'il te promet de te donner la terre d'Israël en héritage, tu as des doutes. Comment pourrait-on expliquer en première approche cette différence dans les deux promesses? Il semble que de promettre à un couple d'avoir des enfants, même si effectivement, a priori, il y a une stérilité claire et nette, il y a lieu de faire confiance dans l'Éternel qui légifère, qui régit les lois de la nature pour croire à cette promesse. Mais lorsqu'il s'agit de promettre la terre d'Israël à ses descendants, Abraham Avinu peut avoir des doutes. Car comment peut-il assurer le mérite des générations à venir? Comment pourrait-il être sûr que cette terre qui lui est promise est définitivement promise à toutes les générations? Il ne peut pas être certain du mérite de toutes les générations. Probablement aussi, il y a un doute, comme les commentateurs le disent, puisque il donne la terre d'Israël à sa postérité, parce que les 7 peuples de Canaan sont en dégradation, en décadence, et donc ils ne peuvent pas rester propriétaires de ces terres, puisque nous verrons, par exemple,
dans le verset 16 du chapitre 15, Vedor revi'i yashuvu hena. Et la quatrième génération reviendra ici, Kilo shalem avon ha'emori adena. Parce que la faute du Hémoréen, du Hémori, n'est pas encore définitivement acquise. Donc, Avraham Avinu peut dire, et peut-être que les Hémoraïm vont faire tchouva. Alors, s'ils font tchouva, ils resteront propriétaires de la terre. Donc, la terre ne sera pas donnée à ma descendance. Nous pouvons comprendre, il semble, dans une première approche, que Avraham Avinu peut faire confiance à Hachem dans la promesse de la postérité et peut avoir des doutes dans le cas du don de la terre à lui et à sa postérité. Je voudrais juste ajouter encore une remarque, il me semble que je l'ai faite l'an dernier, mais elle nous est importante pour la remarque que j'ai faite tout à l'heure, à propos de l'initiative d'Avraham Avinu de venir déjà en Israël avant que la parole ne lui soit adressée, c'est que plusieurs références et des sources talmudiques nous disent que le verset, à partir du verset 7 du chapitre 15, Avraham Avinu est âgé de 70 ans. Alors que le début de la paracha, si vous la prenez dans le verset 5 du chapitre 9, Ve'Avram ben Hamesh shanim ve'shiv'im shana betzeto meharan. Avraham était âgé de 75 ans. Donc, répétons-le, les Haramim nous disent qu'au chapitre 15, donc plusieurs chapitres plus loin, le chapitre 12, c'est le premier chapitre de la paracha, 12, 13, 14, 15, on nous ramène à Avraham Avinu à l'âge de 70 ans. Et à cet âge, Akadosh Baruch Hu lui promet la terre et il lui donne cette terre à lui afin de la transmettre en héritage. Ce qui fait, les Hachamim pensent que lorsque la famille de Terah s'est mise en route, Avraham Avinu est arrivé déjà en Israël, en terre de Canaan, à l'âge de 70 ans. Et il serait déjà retourné en Haran, alors que lorsqu'il était ici, à l'âge de 70 ans, il a émis le désir de vivre dans cette terre, comme s'il a senti quelque chose de potentiel dans cette terre qu'il n'a pas vécu à Ur-Kasdi, mais à Haran. Il est revenu, il est retourné, et alors, à l'âge de 75 ans, la parole de Hachem lui est adressée pour lui dire « Va vers la terre que je vais t'indiquer ». À propos donc de ce dévoilement qui lui a été donné alors qu'il était à l'âge de 70 ans en terre de Canaan, il a eu évidemment la réponse d'une part qui est Vayomer elav kehali egla meshuleshet, prend une génisse triple, ve'ez meshuleshet, une chèvre triple, ve'aïl meshulash, et un bouc triple, ve'tor ve'gozal, et 2 volailles. Et à ce propos, les Hachamim pensent qu'il lui a donné comme réponse la possibilité d'expier les fautes qui risquent de retirer à Israël la terre d'Israël grâce aux sacrifices qui ont pour but de
de pardonner, d'éliminer la charge négative des fautes qu'Israël risque de perpétrer en terre d'Israël. Mais voilà que, en plus de cette réponse, au verset 13, Vayomer le Avram. Et il a dit à Avram, Yadoa teda, savoir tu sauras, ki ger yezaracha, car est guerre difficile pour moi en tout cas, à traduire par étranger, peut-être citoyen de seconde ordre, dans une terre qui n'est pas la leur, Baravadoum. Baravadoum, il ne faut pas traduire par que le peuple qui les reçoit va les asservir, mais Baravadoum, que Israël va être va servir, va être employé de son propre gré dans cette terre étrangère. Mais Ve'inu otam, et ils vont les opprimer, ça c'est plutôt le peuple qui va les opprimer. C'est clair, Va'avadoum, c'est l'initiative du peuple d'Israël d'être citoyen à part entière du peuple qui les reçoit en invité, si on peut dire. Mais Ve'inu otam, c'est plutôt le peuple qui va les asservir. Combien? Arba me'ot shana, 400 ans. Vegam et agoy asher ya'avodu, voilà, vous voyez ici, la nation qu'ils vont servir, Dan anochi, je les jugerai. Ve'aharechen yetze'u birchush gadol, après quoi ils sortiront avec une grande richesse. Une petite remarque à propos de ce mot birchush gadol. Le mot rechush, il peut être rechush rav ou rechush gadol. Quelle est la différence entre rechush rav et rechush gadol? À travers les situations où les deux termes sont employés, rechush rav, ça veut dire les biens matériels. Alors que rechush gadol, c'est beaucoup plus les biens de la civilisation, c'est-à-dire les valeurs positives de la civilisation. Donc, il est ici déjà signalé que quand Israël va chez les peuples, il faut qu'il sorte en retirant les valeurs positives qu'il a vécues, qu'il a senties chez les autres peuples. Et il ne s'agit pas ici, évidemment, de l'or et de l'argent matériel qu'Israël avec lequel il va sortir effectivement d'Égypte, mais beaucoup plus avec les valeurs virtuelles ou plutôt les valeurs de vertu qui sont le patrimoine du pays chez qui ils ont séjourné. Revenons donc à cette annonce que Hachem lui donne, avec plusieurs difficultés. Savoir tu sauras. Pourquoi cette double formule? Nous avons ici donc trois niveaux de séjour. Être chez les autres comme citoyen second, être employé par le peuple et être asservi, opprimé par le peuple. Donc il y a trois choses. Aussi bien être étranger, être employé et être opprimé. Combien? 400 ans. La question première, comment les 400 ans vont être répartis par rapport à ces trois situations? Parce que nous savons
que non seulement les 400 ans n'étaient pas 400, mais 210, nous savons que jusqu'à ce que le dernier des chefs de tribu, les fils de Yaakov Avinu, ne soient partis, il n'y a eu que Ger Iye Zaracha, étranger. Après quoi, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef, ce roi, ce nouveau roi, commence à proposer aux Hébreux de s'employer dans la civilisation égyptienne pour avoir une part entière dans l'évolution de la civilisation. Et ceci, les Hachamim nous disent à partir de, disons, les derniers 86 ans de leur séjour en Égypte. L'oppression réelle n'a commencé que les dernières années de leur séjour. Donc finalement, et pratiquement, les 400 ans étaient répartis différemment dans les trois situations. Finalement, qui est-ce qui fixe cette répartition? Il semble que la Torah ne nous le dit pas. Celui qui les fixe, c'est finalement le peuple lui-même. C'est lui qui en décide des tranches d'histoire, que cela soit d'être simplement un citoyen de second ordre, mais malgré cela, un citoyen très respecté et qui est presque dans une relation d'égal à égal. N'oublions pas que dès que Yaakov Avinu est arrivé, il était reçu avec tous les honneurs qu'on peut imaginer, et lui et sa famille, aussi bien tant que Yosef était là pendant 80 ans, c'est sûr qu'il y avait une présence de ministres, de dirigeants, pas seulement de Yosef, mais même de ses frères et de ses descendants. Et ce n'est qu'à partir de la disparition, comme le dit d'ailleurs le livre de Shemot, et Vayamot Yosef vekol echav vekol hador hahu, et Yosef et ses frères et toute génération avaient disparu, c'est là que le roi d'Égypte pense demander et à la limite par la suite à servir le peuple d'Israël. Il semble qu'il faut lire là l'histoire non pas simplement comme des événements qui sont arrivés par un certain hasard ou un déroulement qui n'a pas été dans le consentement des Hébreux eux-mêmes, mais c'est à la limite les Hébreux eux-mêmes qui ont décidé de ces périodes. Nous prendrons juste un verset, si vous voulez, pour signaler cette remarque. Le dernier verset de la paracha de Vaïgash, qui nous donne l'arrivée d'Israël, de Yaakov Avinu et de ses enfants et en terre de Goshen, puisqu'il est dit, ce dernier verset, vous pouvez le lire au chapitre 47, verset 27, Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim, et Israël s'est assis à la limite, et il n'était pas Vayagor be'eretz Mitzrayim, mais la Vayeshev, plus encore, be'eretz Goshen, dans la terre qui leur a été donnée par Paro à Goshen, Vayehazuba, ils se sont enracinés, bien attrapés, Vaifru Vairbu Meot. Alors que
Yaakov Avinu dit à Pharaon, la gourba aretz banu, nous sommes venus pour un séjour très court. Qu'est-ce que ce dernier verset de Parashat Vaïgash nous dit? Vayehazuba, vaïfru, vayerbu meod. Ce qui fait les 400 ans et leur répartition sont entre les mains des Hébreux. Ils peuvent faire à ce que Geyezaracha pendant 399 ans et Vayahavdu, Vayanu, Ve'inu Otam, la dernière année. Ce qui est arrivé d'ailleurs pour notre génération aussi. Je voudrais rappeler ce que les Hachamim nous rapportent à propos des 6 millénaires de l'histoire de l'humanité. Ils nous disent 2000 ans de Tohu. On interprète ceci par 2000 ans de Derech Eretz, cette préparation à recevoir la Torah. Ensuite, 2000 ans de Torah, d'ailleurs, qui ont commencé effectivement lorsque Abraham Avinu avait l'âge de 52 ans, puisqu'il est né, lui, en 1948 dans le calendrier hébraïque. 1948 plus 52, 2000 sont terminés, et à cet âge, Abraham Avinu est considéré comme celui qui commence à réaliser la Torah de par sa propre initiative. Après les 2000 ans de Torah, les Hachamim nous disent 2000 derniers ans, Yemot HaMashiach, les temps messianiques. Or, nous savons que même si on considère, et il faut le considérer d'ailleurs, que 1948, qui est 5708 dans le calendrier hébraïque, les débuts des temps messianiques par la déclaration de l'État d'Israël, alors combien nous avons raté? Faites la différence, à peu près, ces 1708 ans ont été ratés comme temps messianique. Qui est-ce qui en a pris la décision? C'est les Juifs en Galoute. C'est eux qui ont pris la décision. Ils auraient pu raccourcir. Peut-être qu'ils auraient pu encore rester dans cette Galoute plus, mais les Hachamim nous disent les derniers 2000 ans sont des temps messianiques, c'est-à-dire Israël peut décider que les temps messianiques commencent et on arrive en Israël et on commence notre vie comme on l'a fait en 5708, qui est 1948 dans les Minyanam, dans leur calendrier. Il semble que c'est déjà annoncé dans ce verset qui effectivement annonce à Avraham Avinu. Il faut bien comprendre pourquoi cette annonce elle-même. Mais je retiens simplement ce détail qui est 400 ans avec 3 étapes. Comment ces étapes vont être réparties selon les 400 ans? Eh bien, vous en décidez. Et partagez-les comme vous voulez. Et donc, c'est un élément qui est encore actuel. Et il est encore actuel pour les années qui vont nous suivre, qui vont suivre les générations à venir. Les générations à venir vont-ils décider finalement des valeurs positives de Goïm pour les vivre en Israël afin d'être ce peuple qui va être salutaire pour tous les peuples? Eh bien, c'est à nous de décider. Est-ce que dans cette génération, ou dans 1 ou 2 ou 3 ou 4 générations? Ce qui fait, il est certain que nous avons ici, encore une fois, à étudier les textes historiques comme relatifs directement à nous. Mais si jamais on les considère comme des histoires passées, nous sommes en défaut de ce que la Torah veut nous donner comme message essentiel. Je n'ai pas le temps de rentrer maintenant. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'Israël soit étranger dans la terre qui ne leur est, qui n'est pas la leur et dans laquelle ils vont aussi bien être employés
qu'asservi et opprimé, c'est un sujet pour lui-même. Donc, Toda Rabba, je vous laisse maintenant donc quelques minutes de remarques ou de questions. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre microphone